Et voilà, c'est parti. Bonjour, bonsoir. Je pense qu'il y a des gens au Canada, donc je pense qu'on peut dire bonjour aussi. Pour le coup, on est absolument ravis de vous retrouver et d'avoir un invité d'exception ce soir, un solution architecte de chez AWS qui va parler d'un sujet passionnant. Avant de l'introduire et de commencer cette session sur les bases de données graph, juste quelques informations de logistique, hein. Si vous avez l'habitude de suivre ces dimanches du cloud, je pense que vous êtes habitué. Cette session, elle est enregistrée, tout simplement parce que toutes les sessions, tous les replays sont sur la chaîne YouTube. Tous les participants sont sur silencieux parce qu'on peut être beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous mettre sur mute. Mais n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions dans le chat, hein. Je sais que Joël aime beaucoup les questions, donc n'hésitez pas à balancer le maximum de questions et il se fera un plaisir d'y répondre. L'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube de Cloud Facile. Donc, je vous mettrai le lien dans le chat si jamais vous êtes intéressé. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit update avant de passer au sujet du jour, c'est qu'on va lancer l'accompagnement DevOps Advance. On sait que beaucoup d'entre vous attendaient cette offre d'accompagnement. Ça va être sur 3 mois. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des coachs qui sont connectés là. Donc, coucou à eux. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette offre d'accompagnement DevOps? C'est qu'elle est destinée à des profils expérimentés en IT qui veulent se reconvertir dans tout ce qui est DevOps. Donc là, on n'est pas dans du entry level, on est vraiment sur des gens qui ont plusieurs années d'expérience, 5, 10, 15 ans dans l'IT et qui veulent être accompagnés pendant plusieurs mois. Je pense qu'il y a plus de 40 heures d'accompagnement, hein, sur 3 mois et qui veulent vraiment aller dans le fond des sujets à chaque fois et avoir une expérience opérationnelle à la fin de cet accompagnement pour travailler dans ce domaine-là, que ce soit en freelance ou au sein de leur entreprise. Un grand merci aux coachs qui ont bossé, qui bossent d'ailleurs toujours, hein, pour lancer ça en janvier. Ça va être des petits groupes qu'ils vont accompagner. Et voilà, moi je suis très content de ça et je suis très reconnaissant et je pense que la communauté attendait ça et les coachs sont fiers de lancer ça parce que je pense que ça va être l'un des parcours DevOps les plus complets sur le marché. Donc je vous mettrai le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés d'en savoir un peu plus. Et maintenant, on va parler des dimanches du cloud. Je pense que vous connaissez. C'est une série de webinaires et de workshops qu'on fait régulièrement, toutes les 3 semaines. On a des talks avec des speakers tech d'exception. On parle de FinOps, on parle de cloud, on parle de data, on a parlé d'IA. Ça fait bientôt 1 an qu'on le fait. Et je pense qu'on a eu des super speakers jusque-là. Et aujourd'hui, on va encore avoir un super speaker que je suis absolument ravi d'accueillir. Bonsoir Joël. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que tu es en forme parce qu'il y a du monde qui est venu t'écouter. On sera très, très en forme. Très, très Ah bah super, je vois qu'il y a des gens d'un peu partout. D'ailleurs, continuez à mettre votre pays dans le chat, hein. Je vois des gens du Sénégal, de la Guinée, je pense des gens au Bénin, un peu partout en Europe pour venir t'écouter. Parler aujourd'hui de cas d'usage des bases de données graph. Joël, il est architecte solution chez AWS en France. Et avant de commencer, Joël, moi j'ai envie de te poser les questions que je pose à chaque invité. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok, bon, bah, c'est parti. Tu vas voir, ils ne sont pas très compliqués, mais c'est juste pour en savoir un peu plus sur toi avant de te passer la main. Et première question, si tu devais passer du temps pour un café ou un thé, hein, si tu ne vois pas de café, avec une personnalité qui t'inspire, quelle serait cette personnalité et pourquoi? Je suis plus T et je pense que ce serait certainement Samuel Eto'o. Pour moi, c'est l'exemple un peu d'excellence africaine, qui a réussi vraiment à atteindre le sommet de son art et qui en plus a su transformer cette excellence-là et qui non seulement revendique la place qu'il mérite. Je pense que généralement, quand on est bon, on a du mal à la réclamer. Et je pense que ça fait partie de ces personnes-là qui non seulement réclament sa place, mais en plus essayent de pousser les autres plus haut. Ouais, excellent. Donc, un compatriote, hein. Je rappelle que tu es d'origine. Oui. Ouais, bah, très bien, très bien. Bah, si Samuel nous écoute, hein.
Et top. Ah, je pense qu'on a eu quelqu'un qui s'est démuté. N'hésitez pas à vous muter, hein, pour le coup. Deuxième question, c'est quoi ton super pouvoir, caché ou pas caché? Peut-être que tu en as beaucoup, mais si tu devais en citer un. J'ai pas beaucoup de super pouvoirs, mais je dirais, enfin, au moins des, on va dire peut-être des dons qui m'a été donné, c'est que ça va, je suis plutôt à l'aise à l'oral. Ouais, J'ai pu avoir des prises de parole assez tôt où j'étais dans des petits théâtres, des petits impresarios sur des événements. ouais. Donc, on va dire qu'en général, j'ai pas trop peur de prendre la parole en public. Donc, je suis quand même assez fier que la vie m'ait donné ça, on va dire. Ah, bah super. Et j'imagine qu'en tant que solution architect chez AWS, tu es souvent amené à prendre la parole avec des publics plus ou moins larges. Effectivement, ça fait partie du travail de solution architecte de s'y faire ce qu'on appelle de l'évangélisation, c'est-à-dire de parler du cloud, Ouais. de parler à des publics assez divers. Donc, ça aide beaucoup. Ouais, bah super, super, super pouvoir, justement, c'est le cas de le dire, pour le coup. Aisance, qu'on va découvrir d'ailleurs ce soir, je pense. Et peut-être pour pousser un peu plus, hein, est-ce que tu as un projet dont tu es le plus fier en accomplissement, peut-être que tu aimerais partager, lié à l'IT ou pas forcément? Euh, Plus ou moins lié à l'IT, enfin, c'est une question qui est toujours très compliquée à répondre. Mais comme ça, je dirais que j'ai eu l'occasion d'avoir été professeur pendant un semestre dans une école. Et je trouve que quand tu sors un peu, quand tu sors depuis pas longtemps de l'école, Ouais, avoir la vue de l'autre côté, être vraiment concevoir un cours, le délivrer, faire un examen et faire des questions et te dire que l'examen est trop facile. Et après, tu te rends compte que les gens ont quand même pas réussi. Tu te mets vraiment à la place de ton professeur qui était de l'autre côté. Et ça a été une expérience quand même assez intéressante dont je suis assez fier. Ouais. ok. C'était une école en France ou au C'est Cameroun? une école en France, une école de commerce. J'avais donné un cours d'initiation à la data à des étudiants de marketing en master. Ok. Ah bah, très intéressant, effectivement. Un super projet pour le coup. Bah, moi, ça me parle un petit peu parce que c'est ce qu'on fait un petit peu chez le Cloud Facile, hein. On est aussi dans tout ce qui est tech, dans tout ce qui est apprentissage. Tous les jours, on est des sortes de professeurs. Et aujourd'hui, bah, tu es notre professeur. On va parler de base de données graph. Je vais te passer la main. Je vais arrêter le partage pour que tu prennes la main. En tout cas, on est ravis de t'avoir. Encore une fois, merci beaucoup pour le temps que tu vas prendre. On a des gens d'un peu partout en Afrique et dans le monde. Et surtout, n'hésitez pas à mettre plein de questions dans le chat. Joël, mais je te passe la main. Tu peux partager ton écran. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, Amadou. Ça fait très plaisir de pouvoir partager un peu et d'échanger avec la communauté du Cloud Facile que je suis sur Internet depuis un moment, donc très content de l'initiative. Donc pour me présenter en quelques mots, Joël Tanqueux, j'ai 27 ans, je suis camerounais et fier et je suis architecte de solutions cloud depuis mars 2022 chez AWS. Et je suis amateur de tennis depuis à peu près un an et je prends des cours. Donc, s'il y a des gens qui veulent m'apprendre des petits astuces, je suis preneur. Et pour une petite photo de moi, bon, je n'ai pas voulu mettre une photo juste de moi, c'est une photo de ma promotion de prépa. Si vous regardez peut-être au deuxième rang, vous allez sûrement me voir. L'ensemble des personnes sur cette photo sont maintenant de grands ingénieurs qui travaillent à peu près tous. Donc, pour parler à peu près un peu de moi, en termes de parcours académique, je suis né, j'ai grandi au Cameroun, où j'ai fait toutes mes études secondaires. Et ensuite, j'ai suivi un cycle d'ingénieur, on va dire, sur le modèle français. Donc, j'ai commencé par des classes préparatoires qui donnent une base technologique, que ce soit en maths, en physique, en électronique, un peu généraliste pour pouvoir après enchaîner sur un parcours d'ingénieur. Donc, classe préparatoire en 2 ans et ensuite 3 années de cycle ingénieur pur où là, je me suis spécialisé dans l'informatique. Après les 2 ans au Cameroun, j'ai fait un an à Douala où j'avais une filiale de 3IL qui est une école en France avant d'arriver en France en 2017 où là, j'ai terminé mon diplôme d'ingénieur.
Donc, diplôme d'ingénieur en informatique, plutôt études et développement d'applications, avec une spécificité sur le Java. Mais j'avais beaucoup d'intérêt pour l'analyse de données. Donc, juste après, j'ai enchaîné avec un master spécialisé en data. Le but, c'était non seulement d'avoir une partie en termes d'analyse de données, mais également apporter une empreinte un peu plus business aussi à mon profil. Donc, j'ai choisi un master spécialisé qui avait un double aspect avec 2 écoles, une école d'ingénieur et une école de commerce. Du coup, j'ai fait un master spécialisé en data management pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Et donc, en termes de parcours professionnel, j'ai commencé par un stage ouvrier en tant que mécanicien à la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Donc là, c'était vraiment un stage ouvrier où j'étais dans les entrepôts mécaniques. Et ensuite, quand je suis arrivé en France, j'ai été d'abord développeur full stack en stage où justement, j'ai fait du Java, j'ai fait de l'Angular sur des applications bancaires. J'ai continué dans ce qu'on appelle l'alternance, c'est-à-dire c'est un système en France qui permet en même temps de faire des études et en même temps de travailler un peu à temps partiel. Donc, ça m'a permis déjà de rentrer un peu dans le monde professionnel assez rapidement. Et à la suite, j'ai continué avec une alternance lors de mon master spécialisé où là, j'étais data ingénieur. Donc, vraiment en charge de mettre en place les pipelines qui permettent d'extraire la donnée pour que les métiers puissent l'utiliser pour faire des dashboards ou bien pour faire du machine learning. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à baigner dans le monde de la data et de la transformation de la donnée. Ensuite, j'ai eu mon premier contrat, mon premier CDI, c'était chez une boîte de conseil qui s'appelle Weston. C'est une boîte de management consulting en IT qui accompagne des entreprises dans leur transformation digitale. Et du coup, j'avais des missions plutôt liées à la data également, mais avec cet aspect aussi management qui me permettait, que j'ai recherché lors de mon master spécialisé. Et c'est au cours de ma mission en tant que consultant data que j'ai un peu commencé à toucher au cloud et à travailler avec des personnes sur AWS. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre AWS en mars 2022, justement. En tant que solution architecte, le rôle, c'est vraiment d'accompagner des clients qui veulent arriver sur le cloud avec des niveaux de maturité différents. Le but étant soit de les aider à migrer ou bien à construire de nouvelles applications sur le cloud, ou bien à moderniser leurs applications sur AWS. Comme je disais, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques expériences un peu en parallèle. Donc, j'ai pu faire du freelance en tant que data ingénieur entre Weston et AWS. Donc, toujours data ingénieur, mais du coup sur un mode un peu différent. J'ai eu l'occasion, l'expérience dont je parlais, d'être professeur vacataire en data et du coup d'accompagner des étudiants dans l'apprentissage de l'analyse de la donnée. Et j'ai été contributeur d'une petite revue Management et Data Science qui vise du coup à, un peu comme le Cloud Facile, à fédérer une communauté autour de la data à travers l'organisation de ce qu'on appelle les Data Challenges. Donc, de manière générale, c'est le parcours que j'ai eu et qui m'a permis d'en arriver où je suis. Mais pour arriver au poste de Solution Architect Cloud, il y a un élément qui a été déterminant. C'est ce qu'on appelle un graduate programme. Et je tenais à en parler un peu parce que c'est des programmes qui ne sont pas très connus en général, mais du coup, c'est des programmes qui sont offerts par des grandes entreprises et qui permettent à des étudiants en sortie d'école de pouvoir accélérer leur carrière. Et c'est notamment l'un d'eux qui est proposé par AWS que j'ai fait. Il s'appelle AWS TechU. C'est pour soit des personnes en sortie d'école, soit qui ont un ou 2 ans d'expérience, de pouvoir se former et accélérer leur carrière pour accéder à des postes soit d'architecte, soit de consultant AWS, soit de formateur cloud. Lorsqu'on est en début de carrière, c'est vraiment un accélérateur qui permet d'accéder à des postes pour lesquels, en général, solution architecte, c'est des postes auxquels on sait que d'après une certaine seniorité, mais grâce à ce programme qui est assez bien rodé, on peut avoir l'opportunité de rejoindre AWS. C'est un programme, il est différent en fonction des entreprises. Certaines entreprises le font en faisant roter les personnes sur différents postes, mais sur AWS, il commence par 6 mois de formation
où vraiment on n'a pas forcément besoin d'avoir déjà une expérience sur le cloud, mais chacun vient un peu avec ses diversités. Moi, je venais avec mon parcours plutôt data, mais en tant que solution architecte, on a vraiment besoin de connaître plusieurs choses dans l'ensemble des domaines. Donc, pendant 6 mois-là, dans ces 6 mois-là, on vous donne les bases, une semaine sur le réseau, une semaine sur les déploiements applicatifs, une semaine sur l'analyse de données, une semaine sur le machine learning, une semaine sur les microservices. Donc, c'est vraiment 6 mois où on va donner les fondations techniques pour être capable de répondre et de discuter sur l'ensemble des sujets qui sont liés à l'architecture cloud de manière générale. Pendant cette phase-là, il y a également des phases de mise en situation de conversation client, où là, le but, ce sera, on a des architectes qui vont jouer le rôle de client, et toi, derrière, tu joues le rôle de solution architecte. Et c'est très formateur parce qu'en plus de réviser la partie technique, ça te permet d'avoir, de travailler sur ta posture en termes de consultant, ta posture en termes d'advisor auprès de tes clients pour savoir quand il faut, comment poser les bonnes questions, comment savoir quand dire je ne sais pas quand tu ne sais pas. Et c'est très formateur d'avoir ces sortes de conversations et de mise en situation client-là avec des architectes plus seniors. Et on termine par designer et réaliser un projet concret qu'on présente devant un panel et qui permet vraiment de consolider toutes les bases techniques qui ont été apprises. Et la deuxième phase, qui est pour moi l'une des phases les plus intéressantes, c'est que là, tu vas vraiment aller profiter de l'expérience qui est en interne pour aller faire ce qu'on appelle des shadows, c'est-à-dire tu es mentoré par des architectes seniors et tu les accompagnes dans leurs différentes conversations clients et tu vois dans un monde réel comment ils réagissent, comment ils conseillent le client, quelle est la méthodologie qu'ils abordent. Et une fois que tu es plus à l'aise dans cette méthodologie-là, tu passes dans une période qu'on appelle River Shadow, où là, il va te laisser maintenant parler au client, mais il est toujours là, du coup, soit pour te conseiller sur des choses que tu fais de manière peut-être approximative, mais également corriger les dernières phases qui te manquent pour être opérationnel. Et c'est une fois toute cette formation-là, ce qui peut prendre environ 9 mois ou bien 1 an, que tu commences vraiment à accéder au poste de solution architecte et tu es d'une certaine manière prêt à aller rencontrer des clients et du coup à conseiller des clients de manière efficace, on va dire. Mais dans tous les cas, tu apprends tous les jours. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis chez AWS et on va dire que je n'arrête vraiment pas d'apprendre. Donc, j'espère que cette partie-là est claire. N'hésitez pas s'il y a des questions, je regarde le chat. Donc, je vais essayer de les prendre au fil de l'eau. Un truc en général, du coup, une petite leçon pour terminer sur cette partie en termes de carrière. Un truc que moi, j'aurais aimé qu'on me dise lorsque j'étais en études, c'est vraiment que ce n'est pas grave de ne pas savoir exactement ce que vous voulez faire actuellement. Moi, c'est une peur que j'avais quand j'étais en école, parce que moi, je ne suis pas forcément le type de personne qui programme ce qu'il va faire sur plusieurs années. Et j'avais un ami qui, lui, par exemple, il disait directement, moi, je veux devenir PDG de Microsoft. Donc, il savait très bien ce qu'il voulait faire. Et moi, parfois, ça me mettait une pression. Mais au final, malgré le fait de ne pas savoir exactement ce que je voulais faire, d'ailleurs, quand je suis sorti de l'école, je ne savais même pas c'était quoi le métier de solution architecte. Mais au final, j'ai quand même réussi à plus ou moins un peu réussir pour le moment. Ça montre que le plus important, ce n'est pas forcément de tracer une stratégie très claire, mais le plus important, c'est de rester curieux, c'est de continuer à apprendre, c'est de construire son réseau et pas hésiter à parler aux gens et au fur et à mesure de saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous à travers ces différentes conversations-là. Ça ne monte pas. Si vous savez exactement ce que vous voulez faire, tant mieux. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Mon ami qui voulait devenir PDG de Microsoft, aujourd'hui, il a la tête de 2 entreprises. Donc, lui aussi, il a réussi. Donc, je pense que le dénominateur commun, c'est vraiment juste le fait d'être curieux et de saisir les opportunités et juste d'être prêt quand elles vont se présenter et ne pas saisir à ajuster son parcours au fur et à mesure. Au départ, je voulais être développeur. Après, je voulais être data ingénieur. Je suis passé consultant data. Maintenant, je suis architecte cloud.
Je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais ce que je sais, c'est que je vais continuer à apprendre et je vais faire les choses qui me plaisent le plus en tout cas. Donc, je tenais vraiment du coup à quand même partager ça à tous ceux qui se posent encore des questions sur ce qu'ils vont faire demain. Ce n'est pas grave de ne pas savoir exactement ce que vous voulez faire. Donc, ça conclut la partie sur le parcours et la carrière. N'hésitez pas s'il y a des questions. Sinon, on va passer sur le monde incroyable des bases de données graphes. Donc, pour enchaîner, pourquoi j'ai choisi le sujet des bases graphes quand j'ai dû choisir mon sujet, je me suis dit que c'est bien aussi d'apprendre de nouvelles choses. Ce n'est pas forcément le sujet qu'on a l'occasion de rencontrer tous les jours. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est que ça montre un peu tout le cheminement qu'on fait, par exemple, qu'on est solution architecte. C'est une question qu'on me pose parfois, comment on fait pour devenir solution architecte? C'est quoi le plus important en tant que solution architecte? Le plus important, c'est vraiment être capable d'avoir une culture générale assez large sur des sujets et d'être capable d'apprendre un nouveau sujet pour pouvoir conseiller les clients de manière efficace lorsqu'ils rencontrent le problème. Donc là, à travers les bases de graphes, je ne suis pas expert graphe et dans tous les cas, on n'a pas besoin d'être expert sur un domaine particulier sur tous les domaines, pardon, pour être solution architecte. Et ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas les bases de données graphes. Je vais vous guider du coup dans la méthodologie, par exemple, qu'un solution architecte doit faire lorsqu'il rencontre un nouveau sujet, notamment les bases de données graphes. Le plus important, du coup, c'est de se poser les bonnes questions, c'est de savoir qu'est-ce qu'un graphe, quand est-ce qu'on a besoin d'une base de données graphe, c'est-à-dire quand est-ce que je vais proposer cette solution-là à mon client, quels sont les usages concrets dans lesquels ça va être pertinent d'utiliser une base de données graphe, comment ça marche pour pouvoir l'expliquer de manière cohérente à une personne. Et ensuite, c'est uniquement à la fin qu'on commence à parler de service. Donc, on ne va pas parler le but, ce n'est pas directement de dire une base de données graphe, c'est-à-dire ce service-là. C'est vraiment de comprendre toute la méthodologie, de comprendre déjà le concept des choses, de savoir à quel moment on les utilise ou pas. Et à la fin, on parle vraiment c'est vraiment à la fin qu'on parle de service. Donc, je vais vous guider dans le parcours d'un solution architecte qui découvre un nouveau sujet et qu'est-ce qu'il doit savoir à travers ces différentes étapes. Donc, première étape, qu'est-ce qu'un graphe déjà? Un graphe, c'est vraiment une structure de données qui permet de représenter, une structure de données qui est utilisée pour représenter les données sous la forme d'objets et de relations entre eux. L'exemple le plus concret, c'est par exemple lorsqu'on est sur Facebook. Là, par exemple, ça peut être un graphe qui représente les amis de Diana. C'est-à-dire que on a un objet qui est une personne et après, les différentes relations, ça peut être Diana suit Céline ou bien Diana a liké Céline. Donc, en général, ça peut être une relation dans ce type-là. Donc là, on va dire qu'on est sur une base de données sur Facebook. Donc, ça représente toutes les relations que Diana a, par exemple, sur Facebook ou sur LinkedIn. Et après, on peut le représenter dans ce qu'on appelle des nodes, donc des objets ou bien des edges qui sont la représentation des relations entre les différentes personnes. Donc, on peut représenter de la même manière qu'on représente des données, mais on peut également les représenter sous la forme de ce graphe qui va permettre de manipuler les différentes données. Donc, une fois qu'on a défini le concept, donc on sait de quoi un client nous parle lorsqu'il parle de graphe, quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser ce type de structure de données? On va également prendre un autre exemple. Donc, imaginons qu'on a un développeur qui s'appelle Mbappé et qui veut, par exemple, mettre en place une nouvelle application, une application de tourisme en Afrique. Une fois qu'il a mis en place le code de manière générale, il a besoin de gérer des données. Disons qu'il a besoin de gérer les données des utilisateurs, c'est-à-dire un utilisateur, qu'est-ce qu'il aime, quels sont les pays qu'il a déjà visités, quels sont ses amis, c'est-à-dire si par exemple son ami a visité tel pays, ça veut dire peut-être qu'il peut aussi aimer le même pays.
Et on va également gérer les données des sites touristiques, c'est-à-dire leur localisation, le type d'attraction qu'on peut retrouver sur le site touristique. Ça peut être des œuvres d'art ou bien autre chose. Et par exemple, si c'est une œuvre d'art, on va devoir gérer, par exemple, les auteurs de cette œuvre d'art, par exemple. Donc, si je suis, par exemple, dans la tête de Mbappé en tant que développeur, pour ceux qui ont fait un peu de modélisation de base de données, si, par exemple, je veux partir sur un modèle relationnel, c'est-à-dire du SQL, je vais gérer, par exemple, une table de personnes, je vais gérer une table de pays. Et après, si je veux gérer, par exemple, ce qu'on appelle des activités, je vais créer ce qu'on appelle une base d'association. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une personne a visité un pays, je vais faire une entrée avec l'ID de la personne et l'ID du pays. Ce qui va faire que j'aurai la liste de l'ensemble des visites pour personnes de chaque pays. Donc, ce qui fait une relation de plusieurs à plusieurs. Donc, je vais faire pareil, par exemple, pour un site touristique. Si une personne a aimé un site touristique, je vais avoir une base de sites touristiques et après, je vais avoir une base sur à chaque fois qu'une personne a aimé un site touristique. Je fais pareil pour une œuvre d'art. Une œuvre d'art appartient peut-être à un site touristique. Donc, je vais dire que à chaque fois qu'une œuvre d'art se trouve dans un site touristique, je vais le marquer dans ma table. Donc là, ça fait une base assez complète pour permettre de faire mon application. Donc, imaginons par exemple que lorsque je commence à mettre en place l'application, je vais me poser par exemple la question: combien de personnes ayant visité le musée de Douala, par exemple, ont déjà visité le Sénégal? La requête SQL va ressembler à peu près à ça. Pour ceux qui sont un peu familiers, on va faire différentes jointures, c'est-à-dire faire une jointure qui permet de trouver l'ensemble des personnes qui ont aimé le site de Douala, et après faire une jointure pour trouver le nombre de personnes qui ont visité le Sénégal. Et ensuite, on va utiliser ça pour faire un filtre et pour recueillir la donnée. On se rend compte que si on a comme ça une dizaine de tables pour permettre de représenter l'ensemble, on va devoir faire quand même pas mal de jointures. On va commencer à se retrouver avec des requêtes assez complexes qui peuvent être compliquées à comprendre et qui peuvent être compliquées à faire évoluer lorsqu'on évolue avec plus d'éléments encore dans sa base de données. Ce qu'on aurait pu faire différemment, c'est par exemple, plutôt que de faire ça, c'est d'utiliser des bases de données graphes. Et après, on aurait plutôt une structure comme ça. Donc, désolé, là, j'ai pris une image un peu random, mais du coup, on aurait imaginé à peu près la même chose, où on a des personnes qui ont visité des sites touristiques, des personnes qui ont visité des pays, et après, on a des personnes qui sont en relation avec elles-mêmes. Si je veux faire la même requête pour une base de données graph, je vais uniquement faire ça. Et là, on voit directement que la requête est déjà plus facile à lire et plus simple à rédiger que faire les deux jointures, par exemple, qu'on a fait de ce côté-là. Et c'est vraiment là que la puissance des bases de données graphes vont intervenir, parce qu'on va pouvoir très facilement comprendre des structures de données hétérogènes qui peuvent être complexes et faire évoluer le schéma des bases de données sans avoir besoin de complexifier également, de trop complexifier ces requêtes. Et après, on va avoir vraiment des cas d'usage assez divers qui peuvent sortir de cette structure. Donc ça, c'est vraiment pour comprendre quels sont les cas. Donc, si on doit remonter un peu pour dire de manière générale, donc on va utiliser les bases de données graphes vraiment lorsqu'on va être sur ces caractéristiques-là, où on veut vraiment combiner des sources de données à travers différents silos, trouver des connexions entre différentes entités, c'est-à-dire par exemple des pays, des personnes, ou bien entre personnes même également, ou bien travailler avec vraiment des entités totalement différentes et ensuite lorsqu'on a des bases de données où on a plusieurs types de relations comme ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire de donner plusieurs à plusieurs, où après on sera obligé de faire des tables d'association. Donc les bases de données graphes vont vraiment permettre de simplifier ces cas d'usage-là et optimiser les requêtes pour avoir de meilleurs temps de réponse et de meilleurs résultats. Très bonne question de Madi. On a plusieurs langages qui peuvent être utilisés. Donc, il demande quels sont les langages qui sont utilisés pour faire des requêtes en base de données graph.
On a plusieurs langages en fonction du type de graphe qu'on va utiliser. On a ce qu'on appelle des bases de données propriétaires ou bien des bases de données RDF. Et les deux langages les plus utilisés, par exemple, pour les bases de données graphes, c'est OpenCipher qui est le plus utilisé, qui ressemble un peu au SQL, et Gremlin, qui est également un autre langage qui est plus impératif. Mais en général, OpenCipher est le plus utilisé parce qu'il permet un peu de se rapprocher avec ce qu'on fait en termes de SQL. Il ne faut pas forcément maîtriser la théorie des graphes. C'est vrai que c'est intéressant parce que on se pose souvent la question lorsqu'on est en école parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend et qui ne servent pas forcément dans la vraie vie. Bon, pas forcément, on ne voit pas forcément les différentes applications directement dans la vraie vie. Mais on va dire que les graphes, ça fait partie de ces sujets que j'ai étudiés en théorie. Et c'est assez intéressant de voir comment tu peux l'utiliser dans la vraie vie. Mais on n'a pas forcément besoin de les utiliser, de connaître la théorie sur les bases de données graphes. On le verra par la suite, mais du coup, sur les services maintenant, l'ensemble des calculs qui sont par exemple faits dans la théorie sont déjà codés en termes de librairie, donc on a juste à les utiliser. On n'a pas forcément besoin de connaître la théorie. On verra que l'ensemble des cas d'usage, ce sont en général des cas d'usage, comme on l'a vu sur l'exemple, des cas d'usage assez simples de SQL, mais du coup qui vont être plus simples à faire, par exemple, sur les bases de données graphes, par exemple. Donc, pas besoin de connaître la théorie pour utiliser des bases de données graphes. Donc ensuite, on va évoluer. Maintenant qu'on a un peu cette théorie vue d'ensemble, de se dire que lorsqu'on a des bases de données hétérogènes, lorsqu'on a des relations complexes entre différents graphes, quels sont les types de graphes qu'on peut utiliser? Et là, du coup, ça va répondre maintenant aux exemples concrets sur lesquels on peut appliquer ou bien sur lesquels vous utilisez peut-être tous les jours, mais vous ne savez pas qu'il y a des bases de données graphes qui sont derrière. Le cas le plus commun, c'est celui que j'évoquais précédemment, c'est en général ce qu'on appelle les graphes de connaissances. Et là, on l'utilise beaucoup dans les réseaux sociaux ou bien même dans les applications de e-commerce en ligne, où là, vraiment, on va vouloir répondre aux questions pour comprendre qui a fait quoi, comment il l'a fait et avec qui, par exemple, il l'a fait. Donc, on va vraiment pouvoir lier des sources hétérogènes, c'est-à-dire des personnes, des endroits, des dates particulières ou bien des notes particulières. Donc là, par exemple, tous les réseaux sociaux que vous utilisez, que ce soit LinkedIn ou que ce soit Facebook, on a des recherches, par exemple, quels sont les amis qu'on va vous suggérer parce qu'ils sont en relation avec tel ami. À combien de personnes je suis, par exemple, de telle personne, c'est-à-dire que je suis en relation avec Amadou qui est en relation avec tel. C'est des fonctionnalités comme ça qui vont permettre de vous proposer des fonctionnalités sur les réseaux sociaux et d'améliorer des résultats de recherche. Et en général, on l'utilise aussi dans tout ce qui est machine learning, du coup, parce qu'on veut, par exemple, que lorsque vous avez la fonctionnalité, vous pourriez aimer ce contenu ou bien vous pourriez connaître cette personne. Derrière, on rajoute du machine learning pour avoir des probabilités pour dire à 90%, je suis sûr que tu connais cette personne ou bien à 90%, je suis sûr que tu vas aimer ce contenu parce que tu as déjà liké ce contenu. Donc ça, c'est les bases de connaissances, c'est le cas d'usage qui est l'un des plus connus. On a également les graphes d'identité. Donc là, on va plus le voir sur le tracking en ligne. Donc là, par exemple, lorsqu'on a une personne, là, ça va plutôt s'appliquer au cas d'une personne pour le suivre à travers sa navigation. C'est-à-dire que lorsque j'ai un client qui circule sur mon site web sur son téléphone, ensuite il va sur sa tablette, en plus après il va sur son PC. Le but, c'est d'avoir différentes informations sur une seule personne qui permettent de savoir que d'un site à l'autre ou bien d'un appareil à l'autre, c'est la même personne, ce qui fait qu'après, par exemple, je peux lui envoyer des publicités qui permettent de le matraquer d'informations pour qu'il revienne acheter mon produit, par exemple. Donc, c'est beaucoup utilisé pour la segmentation d'audience, pour du coup personnaliser les publicités en fonction des personnes, pour analyser le parcours du client, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un client achète ce produit-là, quelles sont les étapes par lesquelles ils sont partis.
En général, c'est du coup les graphes d'identité qui permettent d'avoir cette vision d'ensemble sur un client. Pour les deux requêtes que j'ai montrées, le graphe offre des performances en termes d'exécution en général plus optimales. Ça peut dépendre du coup en fonction des cas, mais du coup, lorsqu'on commence à parler de graphe, c'est lorsque non seulement il y a l'aspect simplicité en termes d'écriture, mais après, pourquoi le graphe est plus optimal? Parce que lorsqu'on va être dans une base qui commence à être très dense, où on va devoir faire plusieurs jointures, les jointures en général sont des requêtes qui sont très demandantes en termes de temps d'exécution, là où le graphe va pouvoir assez simplement faire ces liaisons-là. Donc, je dirais que lorsqu'on commence à être sur des graphes sur des bases qui ont une certaine taille, en général, les graphes ont un temps d'exécution en termes de requêtes qui est beaucoup plus faible. Donc, pour répondre à la question de Maddy dans le chat. Donc, pour continuer, ensuite, on a des graphes de fraude. C'est pas mal lié aux graphes d'identité parce qu'également, lorsqu'on connaît bien, par exemple, un de ses clients, par exemple, lorsqu'on est sur le cas bancaire et on sait qu'un client a l'habitude de faire un achat à partir de tel type de téléphone, à partir de telle localisation et à partir de tel moyen de paiement, ça permet du coup de traquer lorsqu'un un pattern du coup est une anomalie. Et du coup, les graphes sont pas mal utilisés pour détecter par exemple des fraudes bancaires ou même dans le monde du gaming. Donc, ça permet vraiment d'adapter rapidement au changement de type de fraude. Là où, par exemple, les bases de données relationnelles sont plus complexes à modifier, les graphes permettent vraiment de faire évoluer le graphe au fur et à mesure de l'évolution de la structure de données. Donc, les cas de fraude sont également très intéressants pour les bases de données graphes. Et le dernier type de graphe que j'avais à présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les graphes de sécurité. On peut également utiliser un graphe pour modéliser son système informatique. Donc, par exemple, on peut avoir des machines, on a du coup un réseau, on a les différentes machines qui sont connectées dans un réseau, on a les rôles qui permettent, les authentifications qui permettent d'accéder à une machine, on a les adresses IP, donc on peut avoir du coup cette représentation-là de son système informatique en mode graphe, et après derrière, ça permet de détecter à quel niveau, par exemple, il y a une vulnérabilité, à quel niveau un attaquant est passé pour pouvoir entrer dans le système informatique. Et du coup, on peut assez rapidement travailler avec des structures de données différentes. Donc, c'est vraiment le cas d'usage que j'évoquais récemment. Donc, on peut étudier soit des personnes, soit des machines, soit des bases de données. Donc, vraiment, on a plusieurs types de données différentes et les bases de données graves sont vraiment le cas d'usage où on va plus rapidement pouvoir gérer tout ce type de données-là. Et l'une des applications concrètes qui utilise les graphes de sécurité, c'est un logiciel qui s'appelle Wiz. C'est un SaaS qui permet de gérer la sécurité des entreprises. Et du coup, c'est un partenaire AWS qui, du coup, grâce au graphe, permet d'offrir des services de sécurité à différentes entreprises où ils vont permettre, du coup, de construire votre graphe, le graphe de votre architecture informatique et être capable, à travers un certain nombre d'analyses de patterns, d'envoyer des alertes lorsque vous avez un incident de sécurité, lorsque vous avez des failles potentielles qui peuvent être exploitées par des attaquants. Tout ça, non seulement au niveau de vos projets, au niveau de votre infrastructure cloud, mais également, vous pouvez avoir des tags qui permettent de monitorer un environnement business aussi. Donc, très intéressant, Wiz, et il est utilisé par beaucoup de clients AWS pour gérer leur sécurité. Donc, c'est tout pour la partie, on va dire, un peu théorique. Je vais faire une petite démo s'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais là, le but, c'est du coup juste de voir un peu de manière plus concrète à quoi ça ressemble à peu près. Donc là, je suis sur un notebook, donc c'est un workshop qui est public, donc je vous enverrai le lien et qui est du coup proposé par AWS.
Qu'est-ce qui est déployé en fait? C'est une base de données qui est déployée, une base de données graph qui est déployée. Et du coup, on a un notebook qui est un notebook Jupyter qui permet juste d'interagir avec cette base de données-là. Donc, c'est tout simplement ce qui est déployé sur mon environnement. Et ensuite, sur mon notebook, on a quelques exemples qui sont à disposition. Donc là, par exemple, on est à peu près sur le cas d'usage que j'évoquais, c'est-à-dire on a des personnes qui sont en relation et qui sont amis entre eux, des personnes qui ont visité un pays, qui sont allées dans un restaurant, qui ont laissé des notes dans ce restaurant-là, et on a par exemple le type de cuisine qui est servi dans ce restaurant-là. Par exemple, on peut être amené à faire une représentation de ces données-là sur une base de données graph. Et en fait, on va pouvoir faire des trucs assez simples qu'on retrouve également dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, si on veut retrouver, par exemple, tous les amis d'une personne, par exemple, tous les amis de TED, et là, on a les différents langages. Donc, ça, c'est en Gremlin et ça, c'est en OpenCypher. On voit que l'OpenCypher, en général, est un peu plus simple. Par exemple, en OpenCypher, on va essayer de rechercher les noms, le premier nom de tous les amis de TED. Donc, par exemple, ce qui est intéressant sur le graphe, c'est qu'on peut avoir la réponse en termes de console, mais on peut également avoir la réponse en termes de graphe. Donc là, on a par exemple toutes les personnes, la représentation du graphe avec toutes les personnes qui sont amies entre eux. Et là, par exemple, on voit que Ted est ami uniquement avec Josh. Et c'est par exemple, et c'est là qu'on retrouve là. Donc, par exemple, pour avoir des cas d'usage qui peuvent plus se représenter sur une application concrète, on peut également rechercher les amis des amis de TED. Donc, c'est par exemple là qu'on va pouvoir faire des recommandations. Si cette personne-là est amie avec un ami de TED, peut-être c'est une personne que TED va avoir envie de suivre également pour suivre son actualité. Donc maintenant, si on veut, par exemple, connaître la différence, comment on fait, par exemple, pour arriver à TED lorsqu'on est ami avec Denise, on peut également avoir les différents patterns qui permettent d'arriver à partir de TED sur Denise. Si on revient, par exemple, sur l'exemple des recommandations, c'est-à-dire qu'une personne est allée dans un restaurant, comment être sûr de pouvoir recommander un autre restaurant à une personne en partant de ces données graphes-là? Là, par exemple, on peut partir des données des différents restaurants. Donc, on va pouvoir représenter les restaurants à travers comment ils ont été notés par les personnes, avec qui les différentes personnes sont allées au restaurant. Donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle faire des requêtes de recommandation. Soit à travers les reviews qui ont été faites, soit par rapport aux likes qui ont été faits par les différentes personnes. Donc là, c'est en OpenCypher. Je vais du coup lancer cette requête-ci. Donc là, par exemple, on a l'ensemble des reviews qui ont été laissées sur un restaurant de données. Par exemple, on a le restaurant 8, donc on a les dernières reviews qui ont été données sur ce restaurant-là. Donc, ça peut être, par exemple, une requête qui est faite sur Google, par exemple. Quels sont les restaurants, par exemple, qui sont les plus notés, qui sont notés les plus hauts par les utilisateurs? La requête est également faite à ce niveau-là. Donc, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un match, par exemple, sur le restaurant, donc sur la personne, donc c'est-à-dire personne ID, donc on donne sa personne qui vit du coup dans une certaine ville. Et du coup, on récupère les reviews qui sont associés à cette personne-là. Donc là, le but, c'est pas vraiment d'apprendre, c'est un langage à part entière, mais du coup, le but, c'est vraiment voir comment, à partir de cette structure de graphe-là, on peut faire à peu près les mêmes types de requêtes qui sont faits en SQL. Donc, on peut avoir des cas d'usage, du coup, de recommandation. On peut avoir des cas d'usage pour rechercher, par exemple, une type de cuisine particulière. Et à chaque fois, du coup, on voit que une fois qu'on maîtrise un peu le langage,
c'est vraiment un langage qui est fait pour que ça ait un sens naturel et qu'on n'ait pas à faire des jointures qui deviennent de plus en plus compliquées. Et après, on peut également faire des cas de personnalisation. Non, Gremlin et OpenCipher, ce n'est pas des packages, c'est vraiment les langages qui permettent de requêter les bases de données graphes. Après, on peut également du coup les retrouver en termes de packages et les appeler via un code Python. Mais du coup, via un notebook, on peut envoyer du coup des requêtes directement dans ces deux langages-là. Donc là, on a le cas d'usage de graphes de connaissances, par exemple, mais on peut avoir un autre exemple, par exemple, sur les aéroports. C'est un cas qui est beaucoup utilisé. Les bases de données graphes sont pas mal utilisées également dans le traitement des routes entre aéroports. Par exemple, si on a des aéroports, on veut savoir quelles sont les différentes routes qui permettent de partir de l'aéroport de Douala pour aller, par exemple, à je ne sais quel aéroport. Donc, on va vraiment pouvoir, à partir d'un aéroport particulier, avoir l'ensemble des routes qui permettent d'arriver à cet aéroport-là, ou bien quels sont les différents stops qu'on peut faire pour aller de l'aéroport de Douala, par exemple, à l'aéroport de Paris, ou bien à l'aéroport de New York. Donc, c'est un cas d'usage assez récurrent, en tout cas pour les bases de données graphes. D'être capable de suivre la route ou bien pour trouver le chemin le plus simple pour arriver d'un pays à l'autre, on va dire. Donc ça, c'est pour la petite démo. C'est vraiment juste pour montrer que c'est des requêtes qu'on retrouve en général qu'on peut déjà retrouver dans les applications classiques. Mais du coup, c'est une autre manière de les aborder en base de données graphes. Le langage OpenCipher s'apprend assez rapidement et en général, il y a une documentation assez fournie. Le but, c'était vraiment de vous montrer que c'est des cas d'usage qui sont assez similaires à ce qu'on a déjà dans le monde de l'IT, mais du coup, on le fait différemment à travers les graphes. Donc maintenant, une fois qu'on a la théorie et qu'on sait ce qu'on veut faire avec, il faut des outils pour le faire de manière efficace. Et en général, l'approche sur AWS, c'est vraiment de choisir le bon outil pour le cas d'usage. Et on a des services différents pour chacun des cas d'usage. Donc, pour les bases de données relationnelles, on a des services Amazon RDS et Amazon Aurora. Pour les bases clés-valeurs, on a DynamoDB. Et pour les bases de données graphes, on a Amazon Neptune. Donc, sur les mêmes avantages qu'on peut avoir en général, qu'on propose en général sur le cloud, c'est la capacité de pouvoir mettre en place une base de données graphes sans se soucier de toute l'infrastructure qui est sous-jacente. C'est-à-dire qu'on a l'aspect cost-effectif parce qu'on va payer uniquement pour le cluster, pour le temps d'utilisation du cluster. Et également, on peut avoir une option serverless qui permet de payer uniquement lorsqu'on lance des requêtes. Donc, on a un ensemble de pratiques de sécurité qui permettent de mettre en place notre instance et de la répliquer, par exemple, sur plusieurs zones de disponibilité, ou bien de pouvoir mettre en place sa base de données graphes sur plusieurs zones dans le monde. Donc, on a vraiment tous les avantages du cloud et on va pouvoir scaler sur des millions de relations qui vont être gérées par notre base de données graphes. Par exemple, j'accompagne un client qui essaye de travailler avec une base qui a plus de 250 millions de nœuds et plus de 2 milliards de hash. Donc, on peut vraiment monter très haut dans la capacité de scale avec Amazon Neptune. Et comme je le disais, on peut travailler avec les langages les plus connus en termes de graphes, qui sont du coup OpenCipher, Gremlin et SparkQL. Une petite chose à noter, c'est que du coup, avant, Neptune représentait uniquement la base de données. Mais du coup, on a annoncé plusieurs services un peu annexes. Donc, on a la base de données Neptune, mais on a également Neptune Analytics qui permet du coup, par exemple, d'intégrer, on parlait du coup de théorie de graphes, plusieurs algorithmes de la théorie des graphes
sous forme de librairie, donc pas besoin du coup de maîtriser forcément tous les algorithmes, mais du coup grâce à Neptune Analytics, on peut assez rapidement manipuler des algorithmes de graphes. Et pareil pour Neptune ML, qui permet du coup de faire du traitement de machine learning sur ces graphes et d'intégrer par exemple SageMaker pour faire de l'entraînement de données à partir de ces données graphes. Donc, c'est l'ensemble de ces 3 sous-services qu'on appelle maintenant Amazon Neptune. Et en fonction des cas d'usage, on peut être amené à utiliser l'un ou l'autre de manière conjointe. Et c'est ce qui marque à peu près la fin. Si vous voulez commencer du coup à manipuler un peu ou bien du coup essayer d'aller un peu plus loin et d'apprendre un peu plus sur les graphes, je vous ai mis 2 liens qui vous permettent du coup de savoir comment on déploie une base de données Neptune et le workshop que j'ai utilisé qui va vous guider du coup dans la manipulation de votre premier graphe Neptune. Ce qui est intéressant sur le workshop, c'est que lorsqu'on le déploie, il vient avec un ensemble de notebooks qui vont vraiment vous permettre de vous donner les bases, par exemple pour apprendre OpenCypher ou bien pour apprendre Gremlin. Et on a vraiment un ensemble de notebooks qui a l'ensemble de ces bases-là. Donc, ça permet vraiment de commencer et d'avoir les bonnes pratiques en termes de requêtes ou bien en termes de cas d'utilisation. Donc, le notebook qui est le deuxième lien est vraiment le workshop, pardon, qui est le deuxième lien, est vraiment très intéressant. Et du coup, je vais conclure sur ça. Si vous étiez endormi et que vous aviez que 3 ou 4 choses que vous devez retenir, c'est vraiment ça que je vous ai mis. Donc, ce n'est pas grave de ne pas savoir exactement ce que vous voulez faire. Les graphes, c'est une structure qui permet de représenter des données sous forme d'objets et de relations. On les utilise pour des données hétérogènes et des relations complexes. Et pour commencer sur AWS, Amazon Neptune. Et j'en ai fini. Merci Amadou et merci à tous. Merci à toi. Un grand bravo pour le coup. Superbe session, commencer à l'heure, terminer à l'heure, avec beaucoup de questions. J'ai vu Madi, que je connais pour le coup, qui était très intéressé par les sujets que je pense qu'il y a une dernière question, sur AWS, sur Amazon Neptune. Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. AWS Neptune prend-il en charge la recherche du plus court chemin ou d'autres algorithmes de graphes avancés pour analyser les recommandations? Effectivement, du coup, c'est exactement les algorithmes qui sont à disposition dans Neptune Analytics. C'est vraiment pour ça qu'on a fait ce service annexe. C'est vraiment, du coup, lorsque tu as ta base de données graphes et que je n'ai pas la liste là, mais du coup, sur le deck, sur la documentation Amazon Neptune Analytics, on voit vraiment l'ensemble des algorithmes qui sont à disposition. Et l'algorithme du court chemin, l'algorithme de la centralité, ça fait vraiment partie des algorithmes qui sont directement intégrés et qui permettent rapidement de se connecter à sa base graph pour pouvoir faire ce type de requête. Awesome. Ouais, je pense, super. Voilà, vas-y, super. Donc, on sent que tu maîtrises ton sujet. Donc, super masterclass. On a envie de continuer à t'écouter. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous tous pour toutes ces questions, en fait. Et surtout, que rajouter? Enfin, moi, je vais te laisser le mot de la fin. Juste petite précision pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard. La session, elle est enregistrée. Donc, vous aurez le plaisir de réécouter Joël sur YouTube, je pense d'ici mardi. Demain, c'est férié, au plus tard, pour le coup. Et puis surtout, si vous souhaitez suivre Joël, n'hésitez pas à le rajouter sur LinkedIn. Joël, je pense que ça ne dérange pas. Oui, j'accepte tout le monde, moi. Je suis assez ouvert à discuter, passionné de data et passionné de cloud, donc n'hésitez vraiment pas. C'est super et ça tombe bien parce que dans 3 semaines, normalement, on aura un autre dimanche du cloud sur de la data, sur du big data. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à rejoindre la communauté WhatsApp. Merci beaucoup d'être présent à chaque fois et puis de faire grandir la communauté. Merci à toi, Joël, de prendre un peu de temps pendant ton long week-end pour partager avec la communauté. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci à toi et j'ai envie de te laisser
le mot de la fin. Je sais que tu as déjà donné pas mal de conseils, mais on va pousser un peu plus. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin avant de conclure? Non, le mot de la fin, c'est, je pense, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment rester curieux et ouvrir son réseau, parce que je pense que toutes les opportunités que j'ai eues, en tout cas la plupart, c'est vraiment parce que du coup, j'ai à un moment parlé aux bonnes personnes. Ouais. Donc, n'hésitez vraiment pas à parler à des gens, à poser des questions. En général, les gens sont assez ouverts. Et je pense encore plus dans le monde de l'IT, les gens sont très bienveillants. Donc, n'hésitez pas vraiment à parler des gens, à parler à des gens. Parler à des gens qui ont fait ce que vous voulez faire, c'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir de ne pas faire les mêmes erreurs ou bien d'accélérer au bon moment. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner à ce moment-là. Ah bah, super conseil. Bah, je vous donne les mêmes conseils que Joël, ils sont parfaits. Et je te remercie encore une fois, Joël, et puis je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour la suite des dimanches du cloud. Donc, grand merci à vous. Merci Jean-Marie, qui dit merci Joël. Et puis Joël, merci beaucoup à toi. Bon week-end, bon dimanche. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.